obtenir les deux, c'est-à-dire qu'il y a et une puissance active et une puissance passive. Mais pour le comprendre, il faut saisir le problème auquel Thomas d'Aquin veut répondre. C'est lorsque nous pensons de façon universelle. Quand je ne pense pas ce chien, je pense le chien en général. Or, ce qui existe, ce n'est pas le chien en général. Personne n'a rencontré le chien en général sur la place publique. Ce que nous rencontrons, ce sont des chiens particuliers. Il y a donc une distanciation entre la réalité des choses, tel ou tel chien, tel ou tel chat, et puis la façon dont nous le pensons. Le premier est particulier, il est matériel, et lorsque nous le pensons de façon universelle et immatérielle. Il faut donc, si je peux le dire ainsi, faire monter le chien particulier au niveau de l'universel. Et pour cela, il faut, et c'est l'aspect actif de l'intelligence, il faut dépouiller ce chien de toutes ses caractéristiques matérielles, pour ne retenir que l'essence du chien, en termes techniques, la cuidité du chien, le chien en général. Et c'est l'activité de l'intelligence que Thomas d'Aquin, à la suite d'Aristote, appellera l'intellect agent. Dans ce sens-là, l'intellect est actif. Mais une fois que l'essence du chien est dégagée de toutes les caractéristiques particulières, sa grandeur, son poids, etc., il reste à assimiler cette essence du chien et la recevoir. Dans ce sens-là, c'est une autre fonction de l'intelligence et c'est l'intellect dit passif ou possible qui reçoit. Alors pour répondre à votre question, si ce deuxième intellect qui reçoit l'essence de l'objet connaissable le reçoit, il va de soi qu'il est passif. Maintenant, cette passivité n'est pas une altération. Et ça, c'est une assez bonne nouvelle. C'est au moment où nous recevons l'essence du chien dans l'intelligence ne perd pas pour autant ses qualités. Au contraire, elle s'enrichit de qualités nouvelles. Ce qui est tout différent de l'ordre de la nature. Si je prends de l'eau et qu'elle est froide et que je la transforme et qu'elle reçoit de la chaleur, elle perd le fait qu'elle est froide. Fort heureusement, quand nous comprenons quelque chose, nous ne perdons pas ce que nous avons préalablement compris. C'est donc une passivité dans un sens très particulier où l'intellect passe de la puissance à l'acte. Et l'intellect humain est en puissance et il passe à l'acte au moment où il comprend quelque chose. Voilà pourquoi c'est une faculté ou une puissance dite passive. Et Thomas d'Aquin ajoute quelque chose de très profond. Il dit d'abord que l'intellect humain et l'intellect de la créature raisonnable en général ne peut pas être acte pur. Il n'y a qu'un seul acte pur et c'est Dieu qui est totalement en acte. Les anges, quant à eux, ont un intellect en puissance. Mais c'est un intellect en puissance qui est toujours actualisé. C'est comme s'il était toujours réalisé en acte. Voilà pourquoi l'intellect angélique, qui est une puissance, est néanmoins toujours actualisé. Tandis que l'intellect humain est un peu, si vous me passez l'expression, clignotant. Je comprends quelque chose, et puis après je ne comprends pas. Donc il est tantôt en puissance et tantôt en acte. Et en conclusion, je dirais quelque chose d'important, c'est que l'intelligence est d'abord une faculté réceptrice, ou plus largement contemplative. La pensée moderne a beaucoup insisté sur le fait que l'intellect soit actif, sur l'action, sur la praxis. Non, l'intelligence humaine est d'abord faite pour contempler.